Comment êtes-vous venu ? Je suis venue à la conférence à pied parce que j'étais logée à l'hôtel hier à Dole, et sinon avant ça en train de Paris via Genève. La mobilité, c'est quoi ? Alors ce que je pense qui est très important dans le régime de mobilité dans lequel on vit, c'est que on se déplace maintenant environ 50 km par jour. C'était 4 km par jour seulement jusqu'avant la motorisation des déplacements, et que ça c'est possible donc que grâce à la vitesse liée à la motorisation, et que ça a complètement réorganisé à la fois nos modes de vie qui sont structurés par une mobilité réversible. On part du domicile, on va chercher nos enfants à l'école, on va faire nos courses, on revient au domicile, on va au travail, on revient à notre domicile. La mobilité réversible, ça a complètement modifié nos vies, mais ça a aussi complètement modifié les territoires. Et ça a accompagné la métropolisation, la concentration des habitants et du travail dans certains lieux très resserrés. Mais dans le même temps, ça a éloigné les activités et les logements. Et en fait, toutes les activités, pas seulement le travail. Et donc, en fait, il y a une sorte de paradoxe. On n'a jamais été aussi tassé sur le territoire et on ne s'est jamais autant déplacé pour pouvoir vivre. Pourquoi est-elle au cœur des réflexions aujourd'hui ? Alors, ce qui me semble extrêmement important, en fait, comme enjeu de la mobilité quotidienne aujourd'hui, c'est que c'est les déplacements, que ce soit les déplacements des personnes ou le transport des marchandises, c'est un tiers du problème en matière de réchauffement de gaz à effet de serre. Donc si on prend au sérieux le fait qu'on essaie de lutter contre le réchauffement climatique, c'est un tiers du problème, donc c'est un tiers de la solution. Et l'autre enjeu qui est aussi important, c'est qu'il y a un enjeu social colossal. Il y a de très très grandes disparités. Les disparités de déplacement ou de mobilité sont encore plus grandes que les disparités de revenus. Grossièrement, plus on est riche, plus on se déplace et plus on émet de gaz à effet de serre. Mais en fait, la moyenne elle représente mal la société, parce qu'on peut être très riche et se déplacer peu, et on peut être relativement modeste et se déplacer beaucoup. Et donc, en fait, dire plus on est riche, plus on pollue, ça masque le fait qu'il y a des gens modestes qui doivent se déplacer énormément, et en particulier pour le travail. Un monde sans voiture, c'est possible ? Pour tous ? Un monde sans voiture, il faut absolument que ce soit possible si on prend la question de la bifurcation écologique et sociale qui est nécessaire au sérieux. Donc si on se dit que c'est nécessaire, c'est tout à fait possible. Il faut juste réfléchir vraiment à quelle alternative on propose. Donc, et il se trouve que quand on interroge les gens, ils aimeraient vivre au quotidien en plus grande proximité. C'est plus une question d'organisation que quoi que ce soit d'autre. Comment aller vers une mobilité durable et plus équitable ? Je dirais qu'il y a sans doute au moins 3 leviers. Il y a des gens un peu alternatifs qui testent des choses très localement, ou des collectivités locales qui vont initier une expérimentation, prévoir des espaces un peu organisés autrement pour le vélo, par exemple. Ça peut être très très concret et très local. Il y a bien sûr un mouvement de fond. C'est la population qui pousse pour que soient prises les bonnes décisions. Et d'ailleurs, par exemple, on l'a vu dans la Convention citoyenne pour le climat, les personnes qui étaient réunies par le gouvernement, qui représentaient l'ensemble de la société française, qui n'étaient pas particulièrement ni écologistes, ni soucieux de la question sociale, ont fait des propositions beaucoup plus radicales, beaucoup plus alternatives que ne le font les politiques. Donc il faut vraiment entendre le mouvement de la population. Il faut se dire qu'il va se passer pour la question écologique et sociale actuelle ce qui a pu se passer au XIXe siècle sur la question sociale. La population poussait pour que les États, qui jusqu'avant ne s'occupaient que d'armée et de défense, se mettent à s'occuper de sécurité sociale, de retraite, etc. Donc voilà, il y a un mouvement de la population, en particulier de la jeunesse. Et puis, dernier levier, bien sûr, c'est les politiques, qui, à leur décharge, doivent faire face à un système de force, un système économique qui ne leur laisse pas forcément tout le choix qu'ils aimeraient avoir, mais il faut aussi, qu'ils finissent par être convaincus que des choses vraiment alternatives et systémiques sont possibles.